Aujourd'hui, on va parler de la rétropropagation du gradient. C'est un algorithme développé pour entraîner des réseaux de neurones multicouches et communément appelés aussi des perceptrons multicouches. Alors, on va parler donc justement un peu de l'architecture de ces perceptrons multicouches de façon assez rapide, donner un formaliste mathématique et donner une fonction objective sur laquelle on se base pour pouvoir corriger l'erreur d'apprentissage et par la suite de montrer comment est-ce qu'on modifie avec une preuve à l'appui ces poids-là dans les perceptrons multicouches. Donc vraiment, ce sont des étapes assez importantes dans cet algorithme-là qu'on va présenter. Alors, je fais cette vidéo sur cet algorithme parce que ça représente un ingrédient important dans le machine learning et ça peut être utile pour ceux qui travaillent sur les réseaux de neurones et qui, bien de fois, se demandent comment est-ce que ces algorithmes-là apprennent. C'est quoi un réseau de neurones multicouches? C'est simplement une architecture constituée de points reliés les uns avec les autres et dont les points seront appelés des neurones et chacune de ces liaisons, de ces connexions établira le flux de transmission d'informations de la gauche vers la droite. Alors ici, c'est cette image, lorsque on a une information qui entre vers la gauche, ici X, c'est un signal, ça peut être l'image d'un chat ou d'un chien. Alors, cette image-là est diffusée tout au long de ce réseau jusqu'à la dernière couche où la reconnaissance se produira. Et donc, c'est ici qu'on va évaluer plus ou moins si euh, on a l'image de sortie attendue, auquel cas on va modifier le poids de ce neurone, bien de cette architecture-là pour que la sortie soit effectivement la sortie qu'on attendait. Donc, vraiment, les explications sont pour ceux déjà qui ont quand même une notion en machine learning et en particulier sur les réseaux de neurones. Pour ceux qui n'en ont pas, des vidéos seront faites où on expliquera petit à petit comment on arrive au réseau de neurones multicouches. Et donc, on commencera sur des perceptrons et pourquoi pas sur des neurones. Bon, de façon assez formelle, un réseau de neurones a une certaine contrainte, comme on l'a présenté, une certaine architecture et elle doit vérifier certaines propriétés. La première, c'est que les neurones sont repartis de façon exclusive dans les couches CK. Ici, sur ces images-là, on a pour chacune des neurones euh, de ce bloc, chacun des neurones de ce bloc constitue une couche qu'on appelle disons C1 pour la couche d'entrée. Et au fur et à mesure qu'on avance euh, le, dans le réseau, on rencontre des couches plus profondes qu'on appellera C1, C2, C3. Et dans la première couche, comme on le dirait, c'est noté C0, ça correspond aux variables d'entrée, au signal, à l'information d'entrée. Et la couche CK, à l'intérieur du réseau, de 1 à K- à Q-1, constitue les couches intermédiaires, justement. La dernière couche sécu, c'est la couche de sortie. C'est là où la décision est prise. Là, on va examiner si la sortie correspond à la cible, c'est-à-dire à la sortie voulue. Imaginez-vous que vous avez un signal d'entrée, vous attendez à avoir une sortie de 1 et que on est plutôt une sortie de 0,5. Et donc, c'est plus ou moins ça. C'est vraiment où la décision est faite. Et la dernière contrainte, c'est que les entrées d'une couche sont toutes les sorties des neurones de la couche précédente et aucune d'autre. Donc, il n'y a pas de récursivité. C'est-à-dire, lorsqu'on est à la couche K, les seules informations d'entrée de cette couche sont les sorties de la couche K-1 et seulement celle-là. Et une dernière contrainte importante, c'est qui crée vraiment une bonne différence entre
réseau de neurones artificiel et le réseau de neurones normal, c'est que la dynamique du réseau est synchrone. C'est-à-dire, à une couche K, lorsqu'il y a propagation, l'information arrive à la couche K plus 1 au même instant. Donc, il n'y a pas de déphasage. Le neurone, si, il y a K neurones à la couche Q, par exemple, les K neurones de la couche Q reçoivent le signal de la couche Q-1 au même moment. Il n'y a pas de raison de distinguer euh, le temps de réception d'un neurone ou des neurones de la même couche. Donc, de façon plus formelle, si on note X, un vecteur de l'espace euclidien RP, le signal d'entrée de la couche C0, S, la sortie à la couche CQ, Y, la sortie attendue à la couche Q, YK, la sortie de la couche K, B, le vecteur biais, c'est-à-dire c'est un vecteur biais qui nous permet de pouvoir activer le neurone selon que l'information, le signal d'entrée dépasse ou non un certain seuil. Et donc, le seuil est mesuré à travers ce biais B. Donc, imaginez-vous, vous avez un signal, une impulsion, et selon que cette impulsion-là est plus ou moins intense ou pas, et donc ce plus ou moins intense ou pas est mesuré à travers le vecteur biais B. B. Et W, c'est la matrice de poids. Donc, à chaque information, on va pondérer cette information pour avoir plus ou moins un contrôle sur celle-ci, de sorte que si le signal de sortie ne correspond pas au signal auquel on s'attendait, on puisse facilement agir justement sur le réseau à travers cette matrice de poids pour corriger cette sortie. Pensez un peu à une baignoire où vous lavez, vous avez de l'eau chaude, a priori vous allumez euh, vous ouvrez le robinet, vous aimeriez bien que ce soit de l'eau chaude qui coule, mais vous mesurez d'abord avec une certaine ouverture pour ne pas trop ouvrir de sorte que l'eau sorte très chaudement. Donc, vous ouvrez d'abord un peu et ensuite vous testez avec votre main si ça chauffe ou si ça ne chauffe pas. Selon cette mesure prise par la main, vous allez avoir un contrôle sur le robinet. Est-ce qu'il faut que j'ouvre davantage ou bien je dois refermer? C'est très exactement le rôle de la pondération qu'on fait sur le réseau de neurones à travers la matrice W. C'est quand on va avoir un contrôle à travers la mesure de l'output, c'est-à-dire le signal de sortie. On va plus ou moins réguler les points pour avoir ce qu'on veut. Et F, c'est la fonction d'activation. C'est juste pour ne pas avoir de la linéarité euh, dans le réseau, auquel cas on se ramènerait à la régression linéaire. Et donc, le formalisme étant dit, on peut s'intéresser maintenant à la fonction objectif qui nous permet de mesurer l'erreur de sortie. C'est tout simplement cette fonction E, dépendant du point, du moins tacitement ou implicitement, et du vecteur biais. Et donc, c'est donné par cette relation 1 demi de Y moins S, c'est-à-dire la norme euclidienne entre Y et S. Y, c'est la sortie idéale. S, c'est la sortie générée, prédite par le réseau. Et donc, on va évaluer euh, la distance euclidienne au carré divisée par 2, ces deux vecteurs. Et donc, idéalement, on s'attendra à ce que cette fonction soit nulle, mais ce n'est pas le cas pour bien de raisons. Déjà pour des problèmes numériques, mais aussi pour le fait qu'à la première initialisation, on ne sait pas toujours quelle est la matrice poids qu'il faut pour que ça soit nul. Donc, on initialise toujours de façon aléatoire et donc on ne s'attendrait pas qu'à la première initialisation ou itération, on ait cette fonction égale à 0. Donc, elle vaudra certainement une valeur très loin de 0 et le but sera de modifier cette matrice à travers des coefficients oméga ij, de sorte que la fonction objective soit nulle. Alors, l'algorithme d'apprentissage repose essentiellement sur la descente de gradient. Donc, on va évaluer le gradient de l'erreur par rapport au coefficient de la matrice, c'est-à-dire la variabilité de l'erreur par rapport au poids, c'est-à-dire à quel point est-ce que notre erreur varie lorsqu'on modifie plus ou moins le poids. Et donc, ça nous donne une certaine information.
Et grâce à ça, on va modifier le poids suivant l'algorithme de descente de gradient. Donc là, ici, on n'a pas réécrit cette équation-là, mais sinon, si vous voulez, c'est W, disons T plus 1, dans l'étape T plus 1, WT plus 1 sera égal à WT plus delta de W ou delta de W donné selon les coefficients par cette relation unique. Et donc, le but ultime dans cet algorithme, c'est de pouvoir calculer explicitement cette variation de l'erreur par rapport au poids. Donc, vous avez l'erreur finale pour un réseau de taille Q, c'est-à-dire le nombre de couches. Et donc, vous vous intéressez à un poids quelconque dans le réseau, c'est-à-dire un poids, disons, WIJ. Donc, I, c'est le neurone I. On s'intéresse au poids J du neurone I à une couche quelconque. Et donc, comment est-ce que l'erreur varie par rapport à ce poids? Alors, on va pour évaluer cette variation d'erreur, utiliser la règle de dérivation en chaîne. Donc, on peut regarder E tout simplement comme une composée de deux fonctions P et de neta K, où neta K, c'est le signal d'entrée. Neta K, c'est le signal d'entrée. Et donc, ici, on n'a pas noté le signal d'entrée, mais sinon, si vous voulez, le signal d'entrée, neta K, c'est très exactement neta K, le signal d'entrée K, c'est exactement W de Y du signal de sortie de la couche précédente moins le bien. Et le signal de sortie d'une couche YK, c'est juste la fonction d'activation à laquelle on applique le signal d'entrée. Donc voilà plus ou moins la relation de récurrence. Et donc on a défini E, la fonction objective, comme un demi de Y moins S, distance euclidienne. Or, S, c'est le signal de sortie à la couche Q. Ça peut être écrit comme Y moins F de neta Q au carré. Et donc, E peut être vu comme P rond neta K à la couche K, où P, c'est tout simplement un demi de la norme de Y moins F de la fonction objective au carré. De sorte que si tu prends P d'un état, ça te donne un demi de Y moins F d'un état. Donc, on peut vraiment évaluer notre fonction objective comme étant comme étant la composée de ces deux fonctions, P et un état. En avant. Donc, notre fonction objective peut vraiment être vue comme la composée d'un P. P, c'est un demi de Y moins la fonction d'activation, point, de la norme euclidienne au carré. Donc, ici, pour la dérivation en chaîne, on peut dire que c'est la dérivée de P par rapport euh, à l'information d'entrée de la couche K du neurone I fois la variation de cette information, parce que cette information dépend du poids. Comme on l'a montré, c'est pondéré par le poids. Et donc, la variation de cette information d'entrée au neurone I à la couche K du poids J du neurone I. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est le second facteur de ce
produit. Et donc, la variation de neta IK par rapport à oméga IJ, c'est tout simplement cette quantité. C'est YJK-1, c'est-à-dire cette variation d'information d'entrée à la couche K du neurone I par rapport au JM poids du neurone J. C'est tout simplement la sortie de la couche K-1 euh, correspondant. Et donc, comment on voit ça? Donc, comment on voit ça? On a E, la variation de E par rapport à oméga IJ de WB. On a dit c'est la variation de P par rapport à l'information d'entrée de la couche I, de neurone I à la quatrième couche, fois la variation de cette même information IK par rapport à oméga IJ. Alors, on va évaluer cette quantité. La variation de NIK par rapport à oméga IJ, c'est tout simplement quoi? N'oublions pas euh, cette relation de récurrence. Donc, oméga NI, c'est W fois YK-1B. On va reprendre ça ici. Ça va faire la variation par rapport à oméga IJ de W, YK-1 moins B, I, qui est égal à quoi? Qui est égal à la variation par rapport à oméga IJ de la somme de sur L de I oméga I L YL K-1 moins B. Et donc, on dérive cette variation de cette sommation par rapport à oméga IJ. Et donc là, ça va donner le symbole de Kronecker. Donc, ça va donner somme de L de oméga. Ça va faire symbole de Kronecker ici de I. On va dire, disons, ça c'est la variation. Donc, ça va être 0 partout ailleurs si L est différent de J, et ça va donner L, J, K-1. Donc, au final, on obtiendra, au final Y de J de K-1. Parce que J, si L est différent de J, alors cette variation est nulle parce que rien ne dépend ici de oméga I, J. Donc, au final, on a cette variation. Et donc, on obtient que la variation de E par rapport à oméga IJ, c'est la variation de P par rapport à un état IK fois YJ de K-1. Donc, voici ce qu'on obtient au final.
Et donc, c'est ce résultat. Donc, la variation de l'information de la couche K du neurone I par rapport au JM poids du neurone I, c'est tout simplement Y de JK-1. Et donc, si on pose SIK, la variation de P par rapport à l'information d'entrée du neurone I à la couche K, on obtient la variation des coefficients de notre matrice W qui est égale à moins neta, c'est-à-dire, ça c'est plus ou moins le pas dans la descente de gradient neta, SIK, YJK-1. Donc, si on veut implémenter l'algorithme de descente de gradient, on a notre variation du poids. Donc, c'est plus ou moins la direction de descente. Imaginez-vous ici, ça c'est le gradient de E qu'on a pris. Et donc, on prend moins le gradient. Et donc, ça nous donne la direction de descente. Et là, on peut corriger à chaque itération le poids suivant cette direction-ci. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on modifie SIK, c'est-à-dire comment est-ce qu'on obtient explicitement SIK. Donc, la réponse est simple lorsqu'on se trouve à la dernière couche. À la dernière couche, la sensibilité, c'est-à-dire comment est-ce que l'erreur varie par rapport à l'information d'entrée, la dernière couche. Donc, supposez-vous que vous êtes à la dernière couche, CK. Vous voulez voir comment varie plus ou moins l'erreur par rapport à l'information d'entrée de cette dernière couche. Alors, c'est donné par cette sensibilité qui est moins YI moins SI, qui est la sortie finale. Et donc, ça, c'est la vraie sortie. La différence fois F' I de neta IQ. F' I, c'est la fonction d'activation du neurone I. Et donc, on suppose ici que les fonctions d'activation ne varient pas. Donc, ça complexifie encore le problème. Donc, à chaque couche, on a globalement la même fonction d'activation grand F. Mais pour chacun des neurones, la fonction d'activation peut varier. Et donc, on appelle ça FI. Donc, grand F résume pour chacune des couches les fonctions d'activation qui ne varient pas, mais lorsqu'on zoome sur grand F, on retrouve les petits FI qui sont les fonctions d'activation de chacune de ces couches. Et donc ça, c'est un résultat qui se montre assez facilement. Assez facilement. Pourquoi? Parce que si vous êtes à la dernière couche, alors E, c'est 1 demi de Y moins S au carré. Or, S, c'est la dernière couche. Donc, c'est Y moins F, la fonction d'activation. Et dans l'information d'entrée de la dernière couche, c'est NQ. NQ. Donc, c'est ça, au carré. Et donc, si on veut évaluer, et on s'est dit précédemment que P, c'était 1 demi de Y moins F point au carré. Et donc, si on veut évaluer SIQ, qui est la variation de P par rapport à NI, au neurone I, à la QM couche, c'est tout simplement 1 demi de la variation par rapport à NIQ de cette quantité, donc le nombre de Y moins F de N, on va dire Q au carré. Bon, ça, c'est tout simplement quoi? C'est plus ou moins comme la dérivée, pensez à la dérivée de F au carré. Donc, quand vous appliquez la dérivée de F au carré, c'est 2 fois F' fois F. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'on va appliquer là. C'est la même chose qu'on va appliquer ici. Donc, quand on dérive ça, ça nous donne quoi? C'est par rapport à I. Donc, ça, c'est un vecteur. C'est une norme euclidienne. Donc, c'est une sommation. Et c'est nul partout où dans la somme, l'indice de sommation est différent de I. Et c'est non nul très exactement là où ça vaut I, donc c'est pour ça. Le 2 ici se simplifie avec 1 demi, donc il y a un moins dû à ça. Et donc c'est moins FI
prime de neta Q, facteur de YI moins SI. Donc, c'est un calcul que vous pourriez vérifier facilement. F prime neta I neta. Et donc, voilà la sensibilité à la dernière couche. Mais si on veut s'intéresser à la sensibilité à une couche quelconque K, alors on peut regarder P comme dépendant de l'information de la couche, comme dépendant de l'information de la couche K plus 1. Et là, on applique encore une dérivation en chaîne. Donc, ça va faire le signal, la sensibilité, c'est-à-dire l'impact euh, de l'information d'entrée sur l'erreur de finale. Ça va être tout simplement la variation de P par rapport à NJK plus 1, fois la variation de NJK plus 1 par rapport à la variation de NIK. Donc, on va faire varier le signal d'entrée de la couche K plus 1 par rapport au signal d'entrée de la couche K. Et donc, ici, sans surprise, c'est SJK plus 1. Et il reste à évaluer cette quantité. Or, cette quantité, comme on l'a fait précédemment avec la relation de récurrence, on montre que ça donne WJI K plus 1. Dans le K plus 1 ici signifie qu'on a la couche K plus 1. Ici, c'est qu'on a un neurone J, ou IM poids du neurone J. F' de IK. I, c'est la fonction d'activation du neurone I, la dérivée de la fonction d'activation du neurone I à la couche K. Fois l'information d'entrée de la même couche relativement au neurone I. Et donc, lorsqu'on a ça, ça nous permet d'obtenir une relation de récurrence, entre SK et SK plus 1. Donc, c'est d'où même vient le nom de retropropagation. C'est dû au fait que la relation de récurrence n'est pas habituellement comme on la connaît. On a tendance d'avoir SK plus 1 en fonction de SK, mais ici c'est l'inverse. Donc ce qu'on va faire dans ces algorithmes-là, c'est qu'on va modifier, lorsqu'on a la sortie, la dernière couche, c'est-à-dire modifier les poids de la dernière couche de façon euh, à avoir une correction d'abord sur la dernière couche, ensuite sur l'avant-dernière, et ainsi de suite jusqu'à modifier l'information d'entrée de la première couche. Donc, d'où vient le nom de retropropagation. J'espère cette vidéo, pour ceux qui s'intéressaient à plus ou moins l'algorithme de retropropagation, ça vous a intéressé. Elle est assez sophistiquée. Pour ceux qui ne l'ont pas très bien saisi, veuillez laisser en commentaire les parties qui semblaient plus ou moins inaccessibles. Et là, on fera d'autres vidéos pour expliquer davantage. Je vous remercie.